Donc là, on va expliquer. Donc ici, on va expliquer de façon plus détaillée ce qu'on vient de dire donc pour le filtrage applicatif. Donc, cette présentation-là, elle a pour but de vous apprendre un peu à décider sur les types et les moyens de filtrage à mettre en œuvre pour protéger votre réseau et les applications qu'il abrite, et de vous permettre aussi de pouvoir déterminer les flux nécessaires au fonctionnement des applications que vous autorisez. Donc, on va aller petit à petit. Donc, vous savez tous que pour que des échanges puissent avoir lieu entre un client et un serveur, donc il faut quoi? Donc, il faut passer par un certain nombre d'étapes qui sont nécessaires. Donc, la première étape, c'est que le client doit déterminer quoi pour se connecter au serveur. Il doit savoir quoi? Il doit connaître l'adresse IP, l'adresse IP du serveur. Sinon, on ne connaît que le nom. Donc, ce qui est souvent le cas. Quand on se connecte sur un serveur distant, sur un serveur web distant, donc, l'URL, on ne connaît pas l'adresse IP. Mais, en fait, le client, le navigateur, il a besoin de connaître l'adresse IP du serveur auquel il veut se connecter pour qu'il puisse le faire. Donc, pour avoir cette adresse IP, il doit donc soit utiliser des fichiers de configuration, les fameux ETCOS, ou la plupart du temps, interroger un serveur DNS. C'est bon? Là, jusque-là, vous suivez, je pense. Donc, lorsqu'il va disposer de l'adresse IP, une fois il va disposer de l'adresse IP du serveur, auquel il veut se connecter, la première chose, il va déterminer si ce serveur-là est connecté sur le même réseau local que lui. Si c'est le cas, il pourra communiquer directement avec ce serveur-là. Sinon, il doit déterminer la passerelle. Il doit trouver la passerelle, le gateway qu'il va utiliser pour sortir sur Internet et pour aller se connecter sur ce serveur distant. Et dans tous les cas, il doit obtenir des informations de niveau 2 qui vont lui permettre d'établir cette communication-là. Si le réseau de niveau 2 est Ethernet, il va utiliser pour ce faire quel protocole? Il va utiliser le protocole ARP. Une fois ces étapes préliminaires sont terminées, le client, à ce moment-là, pourra échanger des informations et des données avec le serveur distant. Dans certains cas, donc on aura des comptes rendus d'erreur, des messages d'erreur. Ces messages d'erreur, pour parvenir au client, donc elles vont utiliser le protocole ICMP. Donc, on a un échange avec donc, le serveur pour établir la connexion. Donc, on va utiliser le protocole TCP. Les messages d'erreur, ils vont utiliser le protocole ICMP. Et le dialogue avec la consultation du serveur DNS, le service DNS, en général, il utilise le protocole de transport UDP. Dans certains cas particuliers, il va utiliser le TCP, mais en général, le service DNS, il opère sur le port 53 UDP. Donc là, pour on voit que c'est simple d'autoriser ou de restreindre des échanges entre un client et un serveur. Il suffit donc d'autoriser les échanges entre les deux ordinateurs dont on connaît les adresses IP, donc d'autoriser la communication, d'autoriser les comptes rendus sur le protocole, donc les comptes rendus d'erreur, et d'autoriser le trafic DNS. Donc, maintenant, ces informations-là, ces autorisations, elles sont décrites sur ce tableau sous forme
de règles, d'accord? Donc, on constate. Mais là, c'est que si nous en restons là, donc dans la description de nos règles, pour réduire la surface d'attaque donc sur notre réseau, on doit explicitement connaître l'ensemble des machines qui ont l'autorisation de communiquer. Donc, si on garde que ça, donc tous les serveurs distants pourront se connecter sur notre réseau et nos clients, nos postes pourront se connecter sur tous les services distants. D'accord? Donc là, ça va poser problème. Donc c'est plus clair si on est du côté du client. Donc tous nos clients seront autorisés de se connecter sur tous les serveurs de l'Internet et tous les serveurs de l'Internet seront autorisés à se connecter sur nos postes. D'accord? Et si on est du côté du serveur, tous les clients de l'Internet seront autorisés à se connecter sur notre serveur et notre serveur sera autorisé à se connecter sur tous les services de l'Internet. Mais ça va poser problème. Donc, on doit préciser on sera exposé à différentes sortes d'attaques. Donc, pour réduire cette surface d'attaque-là, donc, on va choisir le service. Donc, le service sur lequel on veut se connecter. On ne va pas laisser les choses comme ça. D'accord? Donc, là, nous allons utiliser des propriétés des protocoles TCP, UDP et CMP. Et nous n'allons plus protéger un ordinateur de notre réseau, mais un ordinateur de notre réseau qui veut accéder à un service particulier sur un serveur. D'accord? Donc, là, on va utiliser les numéros de port. Donc, l'amélioration qu'on a eue entre cette table-là et cette table-là, c'est que là, on a rajouté 3 colonnes, une colonne donc pour le protocole utilisé, une pour le port source utilisé, une pour le port destination utilisé. Donc, normalement, un programme sur un ordinateur ne peut choisir un port dont la valeur est inférieure à 1024 que si ce programme-là a le privilège administrateur. Donc, c'était la convention avant. Maintenant, cette convention, elle a tendance à ne plus être respectée, car tout le monde est administrateur de sa machine. Donc, nous indiquons que notre client, il va choisir un port source dont la valeur que nous ne connaissons pas, donc c'est une valeur aléatoire, est supérieure à 1024, et qu'il va se connecter à un service dont le port est précisément connu, donc, et qui va dépendre du type d'application, du type de service. Donc, par exemple, on aura 25 pour le mail, 80 et 443 pour le web, 23 pour Telnet, etc. Donc, on aura des serveurs bien connus, des numéros de port bien connus. Comme donc le DNS, on a le port 53. D'accord? Donc, on a très légèrement réduit la surface d'attaque offerte par notre client. Donc, seuls les paquets TCP et UDP à destination de ports supérieurs à 1024 lui seront transmis. Malgré tout, donc, il s'agit d'une avancée considérable en termes de sécurité par rapport au tableau précédent. Donc, lorsqu'on utilise le protocole TCP, donc là, la différence que le protocole TCP a avec les autres protocoles, c'est que pour qu'une connexion ait lieu, on doit passer par l'établissement de la connexion, qui consiste au three-way handshake. Donc là, le client qui va être à l'initiative de la connexion va envoyer un paquet, d'accord? Va envoyer un paquet au serveur où il positionne
le bit SYN sur les flags TCP. D'accord? Le serveur il va accuser réception de cette requête-là et va envoyer au client un paquet donc, où sont positionnés les bits SYN, donc ACK et SYN. Acknowledge et synchronize. هنا شو معناه؟ معناتها فسرتها لكم المرة اللي فاتت en classe. Donc عبارة على واحد. Donc c'est comme si le client il va dire au serveur je veux communiquer avec toi, et le serveur il va lui dire d'accord, et moi aussi j'aurai des données à échanger avec toi, et le client il va lui dire d'accord. Donc c'est analogue à ça pour vous rapprocher ça à l'esprit. Donc le dernier éveil, c'est le dernier paquet de la three-way handshake, la triple poignée de main si on veut traduire. Donc le dernier paquet, ce sera une confirmation de l'établissement de la connexion que le client va envoyer au serveur. Donc ainsi, on pourra considérer que la connexion a été établie. Donc on aura une connexion established. Donc qu'est-ce qu'elle va nous apporter? باش نرجعوا لهذاك شفناه قبيله stateful. Donc لهنا le firewall il va retenir l'état de cette connexion-là, et on ne va permettre, donc sur le protocole TCP, que les paquets, donc en rentrant, qui correspondent à une connexion qui est déjà établie. Donc, seuls les paquets appartenant à des connexions déjà établies pourront être délivrés à notre client. D'accord? Donc, si le client dispose d'un automate TCP qui respecte donc, les spécifications du protocole, il sera théoriquement impossible d'initier une connexion depuis l'extérieur sur un port supérieur à 1024. En TCP, notre client pourra se connecter sur n'importe quel serveur et aucun d'entre eux n'a le droit d'initier une connexion avec lui. Aucun serveur ne pourra établir une connexion avec notre client que dans le cas où ce flux-là venant du serveur externe correspond à une connexion qui est déjà établie. Sinon, donc on aura fermé la porte à n'importe quel attaquant d'initier une connexion sur nos clients internes en utilisant donc le protocole TCP. Comme l'UDP il n'a pas ce mécanisme d'établissement de connexion, donc notre client il sera moins protégé donc sur le protocole UDP. Donc le three-way handshake c'est quelque chose qui est spécifique au protocole TCP. Maintenant, une dernière chose pour la gestion des erreurs, les comptes rendus d'erreurs. Donc, on va utiliser le protocole ICMP. Le protocole ICMP, il est utilisé pour deux choses, principalement pour deux choses. Donc, soit pour indiquer qu'une destination est inaccessible, donc on parle ici de paquet ICMP de type unreachable, ou pour vérifier qu'une destination est accessible. Donc, c'est là qu'on utilise la commande ping. Et donc, la commande ping, elle va utiliser deux types de paquets, soit l'ICMP echo et l'ICMP echo reply. D'accord? On peut aussi faire un autre type de paquet ICMP ou l'ICMP redirect qui est utilisé pour altérer dynamiquement les tables de routage de la cible. Donc, là, en général, qu'est-ce qu'on fait? Donc, parmi les bonnes pratiques, c'est de n'autoriser comme paquet ICMP que les paquets unreachable. D'accord? On va désactiver les pings, on va désactiver les paquets ICMP redirect. C'est pour cela, donc, pour réduire la surface d'attaque, on ne va utiliser que on ne va autoriser que les paquets ICMP unreachable. Donc, là, on aura considérablement réduit la surface
d'attaque sur notre réseau. Ben, pour ne pas, lorsqu'on met en place nos règles, de ne pas bloquer des flux qui ne doivent pas être bloqués. D'accord? Donc, les on réduit au maximum la surface d'attaque de notre réseau en mettant en place les bonnes règles. Et il faut faire attention à ne pas bloquer certains flux qui ne doivent pas être bloqués. Donc, là, qu'est-ce qu'on va ajouter? En fait, le DNS, il utilise le protocole UDP en général. Mais pour certains échanges, les échanges DNS vont se faire, donc notamment quand les échanges dépassent les 712 octets, ils vont utiliser le protocole TCP. D'accord? Donc là, il est nécessaire d'ajouter des flux TCP en provenance du client et à destination du port 53 du service DNS. Donc, donc ce qui est ajouté ici en bleu, c'est qu'on va autoriser aussi le trafic DNS qui utilise le protocole TCP parce que le service DNS, bien qu'en général, il va utiliser le protocole UDP, mais dans certains cas, il va utiliser le protocole TCP. Donc, l'idée de base, c'est que pour mettre en place ces règles-là, il faut toujours bien connaître les spécifications de chaque protocole. Il faut dire, les spécifications, les fameux RFC, donc pour le DNS, les spécifications de la DNS et les services DNS, donc je prends les RFC 1034, 1035, c'est là qu'on a pu savoir que le DNS, il ne fonctionne pas toujours obligatoirement sur le protocole UDP, mais il peut donc utiliser dans certains cas particuliers le protocole TCP. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée de rajouter ces règles-là. Donc, le FTP, le SIP et tout. Donc, pour chaque protocole, on doit bien maîtriser ces spécifications pour mettre les règles qui lui correspondent. Donc, il nous reste quelque chose à il nous reste quelque chose à régler aussi. C'est qu'avec les règles de flux telles que nous les avons exprimées, donc il sera toujours possible à un attaquant de faire entrer dans notre réseau des paquets de demande de connexion en se faisant passer, par exemple, pour le client en utilisant son adresse IP, la fameuse attaque de l'IP spoofing, l'usurpation d'adresse IP. D'accord? Donc, l'attaquant externe, il va utiliser, donc, on apprend que la pile TCP/IP n'est pas sécurisée à la base. Donc, les attaquants ils peuvent même falsifier les entêtes des paquets. Donc, il va falsifier l'adresse source qui est sur l'entête de son paquet. Au lieu de mettre son adresse source à lui, il va mettre une adresse source de notre réseau interne, d'un client donc interne. Donc, un attaquant qui est à l'extérieur de notre réseau, il va nous faire parvenir un paquet dont l'entête est falsifiée. Qui fait chez les falsifiés, l'entête, elle comporte une adresse source qui est une adresse IP interne à notre réseau. On aura sur notre donc à l'interface externe de notre firewall un paquet mais il porte l'adresse source, une adresse source interne. Donc maintenant on va savoir qu'il s'agit d'une attaque IP spoofing. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire à ces règles de firewalling et pour protéger notre réseau, mais aussi notre firewall. Donc, on va nettoyer le trafic. Donc, ce nettoyage, il va consister en quoi? Donc, à supprimer ce genre de paquet. Donc, dès que notre firewall va recevoir de l'extérieur sur son interface externe des paquets qui portent une adresse source interne, donc
il va les rejeter. On peut aussi procéder à la suppression de paquets qui semblent provenir des interfaces de firewall ou de supprimer des paquets qui viennent des interfaces de broadcast ou de multicast. Donc, l'HNA, bien que pour vous expliquer donc comment on met en place un filtrage applicatif. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Allez, ta parole.